Merci Yuna pour l'invitation. En tout cas, donc comme disait Benoît, j'ai loupé la première journée, j'aurais appris plein de choses. Je suis repartie un petit peu d'enjeux que vous connaissez sûrement beaucoup mieux que moi. Donc, dans la logique que la ville intensifie tous les enjeux de durabilité, donc on dit 70% de la population en 2050 habitera dans des villes. Ça, c'est des statistiques au niveau global. Et ça cache pas mal de disparités. Les 70%, on les a atteints en France déjà. Donc on s'était posé la question justement avec Christian du périmètre que vous embarquez dans cette école, puisqu'on s'était un petit peu dit quand même que les questions dépendaient du périmètre, parce qu'on voit la création de nouvelles villes, extension de villes existantes majoritairement, on les attend en Asie et en Afrique. En Europe, le contexte est assez différent, avec une population urbaine qui plafonne. Si on regarde les dernières statistiques, on doit être aux alentours. Alors après, ça dépend des définitions. Qu'est-ce que c'est que l'urbain et pas l'urbain? Mais enfin, on est plutôt aux alentours, au-delà des 70% déjà. Et au contraire, avec des villes qui s'étendent, mais aussi tout un tas de villes de taille moyenne qui sont en déclin ou qui rétrécissent en fonction de leur éloignement à la métropole. Donc des questions qui ne sont pas forcément pareil partout dans le monde. Donc on se posait la question un petit peu de vous, quel périmètre vous alliez embarquer. Et puis j'ai inversé le titre, j'ai fait ville et système alimentaire, juste pour celui-là, parce que dans l'idée qu'en fin de compte, ce qu'on voit beaucoup, c'est des villes en transition sur le plan de l'urbanisme, des transports et de l'énergie. On voit énormément de choses sur ces d'études sur ces villes qui vont répondre aux objectifs, qui veulent répondre aux objectifs de développement durable. Pardon, excuse-moi. Donc repenser la structure des villes, leur gouvernance, pour qu'elles aient un impact carbone plus bas, pour qu'elles soient plus efficaces sur l'utilisation de l'énergie, des ressources, leurs ressources, toutes ressources, le ciment pour construire la ville, le verre, le sable, enfin toutes les ressources. Là, je ne parle pas spécialement de l'alimentaire. Qu'elles soient beaucoup plus inclusives et plus équitables dans les services sociaux rendus. Donc on voit beaucoup de choses là-dessus. Et ce qui est surprenant, c'est que parfois on a l'impression que l'alimentation n'existe pas dans ces villes. Et donc je me posais la question sur cette connexion. Quelle place des systèmes alimentaires dans ces villes en transition? Donc est-ce que c'est une question que vous embarquez? Et comment faire interagir les différents acteurs et concilier toutes les attentes? On y reviendra à la fin en termes d'eau, en termes d'énergie. Donc l'alimentaire n'est pas seul à considérer. Vous rappelez quand même que tout ce qui est système alimentaire territorialisé, notamment urbain, fait partie du document d'orientation. Donc c'est quelque chose qui est quand même au cœur des enjeux pour l'INRA. Il y avait 3 volets qui avaient été retenus, donc agriculture urbaine et périurbaine, tout ce qui est caractérisation et conception des différentes formes d'agriculture et des pratiques agricoles quand on se retrouve dans un environnement très anthropisé, les services écosystémiques de ces agricultures et l'insertion dans le foncier. Il y a toute une partie sur l'innovation sociale, donc toutes les nouvelles formes d'organisation, de la transformation, de la distribution, de la consommation. Je pense que vous en parlerez, soit à l'intérieur de la ville, soit à proximité des villes, et l'évaluation des effets des comportements d'achat et des demandes, et tout ce qui concerne la cohésion sociale dans les différents groupes urbains, et le fait que la ville n'est pas quelque chose d'homogène, mais de très hétérogène. Et puis des questions de durabilité, évidemment, et de résilience, qui est aussi une question qui est nécessaire d'embarquer, avec des logiques de modélisation. Je ne sais pas si vous irez sur ces questions-là, mais c'est des questions importantes d'arriver un petit peu à modéliser, intégrer tous ces fonctionnements biophysiques dans ces systèmes urbains. Donc ça, c'est bien au cœur des documents d'orientation. Et puis j'ai repris aussi les questions qui étaient issues du séminaire de 2016. Je ne sais pas si un certain nombre d'entre vous étaient là à cette époque-là sur les systèmes alimentaires urbains, où donc il y avait aussi c'était pas une école, mais c'était dans le cadre d'un séminaire de direction scientifique,
ressorti un certain nombre d'items qui paraissaient importants de 3 jours de réflexion sur tout ce qui concernait la question d'approvisionnement alimentaire, tout ce qui concernait la localisation des activités de production, de transformation, de distribution, et j'ai rajouté de gestion des déchets. Donc, quel est leur impact sur l'environnement, sur le développement économique et social du territoire et sur la santé des hommes? Il y avait aussi des réflexions sur l'essor des nouvelles villes intelligentes, villes connectées, qui se développaient pas mal, qui continuent à se développer énormément. Et donc, on avait trouvé que toutes ces technologies de l'information et de la communication, c'est un bon moyen, ça ouvre des opportunités pour tout ce qui est système alimentaire. J'ai cru comprendre hier qu'on vous en avait un petit peu parlé à travers la présentation de la ville de Montpellier. Donc bon, ça reste et ça va rester d'actualité, bien évidemment. Et puis j'ai rajouté aussi tout un tas peut-être de nouvelles attentes des citoyens sur tout ce qui est ville bas carbone, zéro déchet, inclusive, ville à taille humaine, qui sont aussi des nouvelles opportunités, et notamment, je pense en France, pour certaines villes moyennes qui étaient en train de rétrécir et qui retrouvent un nouveau, peut-être un nouveau souffle. Donc voilà des questions qui restent tout à fait d'actualité, et qui nous semble que l'école chercheur doit nous aider un petit peu à savoir si ce sont toujours les bonnes questions et comment elles ont évolué ou ils vont évoluer. Au niveau de l'approvisionnement alimentaire, donc il y avait eu des questions autour des flux et en quantité et en qualité, et autour des acteurs et leur mode d'approvisionnement, avec des logiques de relocalisation ou pas, et des questions de résilience. Ça, c'était un petit peu différents points d'entrée. Au niveau de la localisation des activités de production, de transformation, et de distribution et gestion des déchets, on avait retenu un certain nombre de questions autour de l'artificialisation des sols. Et qu'est-ce que c'est l'agriculture en zone périurbaine, le rôle des agricultures urbaines, et puis tous les nouveaux modes de transformation qui, pour certains, re-rentrent dans la ville, changent de taille. Nous, on parle en termes de procédés, on parle sur du downsizing, c'est diminuer la taille des procédés. Du coup, ils peuvent être réintégrés dans la ville. Et puis, ce qu'on n'entend pas beaucoup parler, parce qu'on n'a peut-être pas de force, je pense à l'INRA tellement, c'est tout ce qui est autour des logistique de transport, qui vient de la logique aussi de structuration des activités dans une ville et autour d'une ville. Autour des effets propres de la ville entre et au sein des villes, parce que du coup on se retrouve, je sais qu'il y a eu beaucoup de discussions urbains, périurbains, on vit dans une ville, on travaille dans une autre, toutes les interconnexions entre les différentes villes. Donc ça pose tout un tas de questions sur des inégalités d'accessibilité à des régimes alimentaires qui soient sains. C'est toute l'étude des comportements des consommateurs et l'impact de ces comportements sur le système, parce qu'on voit tout un tas de nouveaux comportements qui arrivent et qui vont peut-être changer le système alimentaire, la façon de consommer, et puis tout l'impact des flux urbains justement au sein et entre ces villes. Et puis quel type de système urbain on peut imaginer donc dans un monde connecté. J'ai rajouté donc on se retrouve face à un système socio-technique qui est complexe. Je ne sais pas si Benoît vous a parlé de système complexe hier, mais voilà, c'est quelque chose dont on peut pas tirer un seul fil. On est obligé de prendre en compte tout un tas de drivers dans ces systèmes. Donc ce qui est clair, c'est qu'on a besoin d'approches croisées, avec des points de vue qui viennent d'horizons différents, pas seulement inter-INRA, mais aussi avec des collaborations extérieures à l'INRA. Donc c'est pour arriver à faire système, donc c'est apprendre à travailler aussi ensemble et à aborder les questions. Chacun a des questions différentes et voir comment, en fin de compte, elles discutent entre elles. Qu'est-ce qui a été fait
et sur lequel on aimerait bien que vous, après, nous donniez un petit peu votre vision. C'est, en fait, on avait embarqué avec la question de l'approvisionnement, avec beaucoup de définitions par rapport aux ressources. La définition, donc, qu'est-ce que l'urbain, qu'est-ce que le périurbain, caractériser les systèmes. Et donc, en fait, il y avait un besoin de diagnostic, il y avait un manque de données et un manque de modèles. Donc il y a eu 3 stages qui ont été lancés, l'un plutôt sur des constructions méthodologiques, qu'est-ce que c'est que le degré d'autonomie alimentaire, et qui s'adressait à peu près à des grands pôles urbains en France, qui restait à des questions de méthodologie. Et ensuite il y avait eu 2 autres stages, la caractérisation et la modélisation des flux alimentaires dans les systèmes alimentaires urbains. Donc, qu'est-ce que l'intérêt de la relocalisation par rapport aux enjeux de résilience autour de l'agglomération de Montpellier et autour de 3 produits alimentaires qui avaient été choisis parce que très différents dans leur logique, qui étaient la tomate, les œufs et le pain. Tu pourras dire peut-être un mot, Yuna. Enfin, oui, moi, je suis au courant donc de ce premier stage. Le second, j'ai pas su ce qu'il avait donné. Et la question, c'est quelle poursuite et est-ce qu'on va jusqu'à la résilience? Parce que ça a été beaucoup de données, de stratégies d'acteurs, de relations entre acteurs. Mais la question de résilience, je l'avais pas vu abordée en tant que telle. Quid des autres questions sur la transformation au sein des villes, autour de la ville connectée. Donc ça, c'est plutôt moi qui vous adresse des questions. Est-ce qu'il y a besoin, enfin, comment on poursuit ces premières études? Et puis peut-être revoir les questions, parce que ces questions datent quand même d'un certain temps. Il y a eu des évolutions. Donc quelles questions il faut plutôt embarquer? Et puis évidemment, on parle de système alimentaire urbain. On peut presque considérer que 95% de la population est dans un système urbain ou périurbain en France. Donc, est-ce qu'il faut aller dans cette distinction de l'urbain? Ça peut être une question à remettre sur le tapis. Quelle insertion dans un territoire? Et du coup, si on regarde le territoire de façon un peu plus large que sous l'angle alimentaire, on se rend compte que y a des enjeux d'énergie, il y a des enjeux d'eau et de biomasse. Vous avez tous entendu parler de bioéconomie circulaire. Donc, quel est le rôle et quelle est l'interaction de ces systèmes alimentaires avec les systèmes énergétiques et puis les demandes de biomasse, de localisation de la biomasse. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Donc c'est plutôt des questions. L'enjeu, il est important, mais c'est après peut-être de revoir un petit peu ces questions, d'avoir votre éclairage et de nous donner un petit peu les idées de comment poursuivre sur ces questions-là. Voilà. Mais je vous remercie. Tu veux peut-être rajouter quelques points, Yuna ? Donc juste un petit point sur un des travaux évoqués, donc sur la résilience en fait du système d'approvisionnement. Donc effectivement, il y a eu, c'est un travail qui avait été lancé en lien avec Catherine Esnouf également. Donc il nous avait demandé de travailler sur caractériser le système d'approvisionnement. Il y a eu deux types de travaux, un qui était plutôt sur l'autonomie alimentaire, puis nous on s'est dit qu'on allait partir des circuits concrets qui approvisionnait Montpellier, donc en partant vraiment du terrain, en allant dans les différents points de distribution et en remontant les chaînes, pour essayer de voir justement déjà concrètement c'est quoi le système d'approvisionnement sur différents produits et en quoi est-il ou non résilient, enfin plutôt regarder un peu sa vulnérabilité. Donc voilà, donc c'est un travail qui a été fait avec Anne-Cécile Britt qui est là et Milo Monnier qui est là-bas, donc je les en remercie, donc avec un gros boulot. Avec l'idée derrière de faire collaborer de la sociologie économique et de la géomatique, donc avoir une approche en fait sociale du système d'approvisionnement, spatiale, en voyant aussi que c'est des circuits ancrés dans l'espace, et en même temps en prenant en compte la qualité des produits tels que justement depuis les modes de production, en pensant aussi que la qualité donc elle évolue dans le transport, dans le stockage. Donc avec 3 entrées pour aborder ce système d'approvisionnement. Alors les résultats seront présentés à la fois dans le groupe qui ira sur la pro,
Et puis en même temps, donc ils ont un poster. Donc dans la session poster de demain après-midi, je vous invite donc à aller voir les résultats qu'on aura obtenus. Et juste pour dire, donc la résilience, en fait, on a donc à la fois, c'est plutôt une approche compréhensive. On a essayé de voir comment justement ils prenaient plus ou moins en compte des certains nombres d'aléas. Alors notamment, en plus, on a eu presque une expérimentation en temps réel, puisqu'on a eu les gilets jaunes qui ont bloqué un certain nombre d'entrepôts ou de centrales. Donc on a pu voir concrètement justement un système plus ou moins sous tension. Voilà, donc on a même et puis ça nous a permis justement à la fois de voir à quels aléas ils étaient sensibles ou pas, comment ils réagissaient avec des stratégies différentes. On a vu aussi que donc cette résilience elle était liée à la coexistence de circuits différents, de façons de faire différentes, d'utilisation à la fois de l'humain et du numérique. Donc on a un peu décortiqué tout ça. Donc voilà, je vous invite à aller demain pour plus d'informations. Oui, donc merci de m'avoir invité. Alors la question posée, enfin qui m'était posée pour cette présentation, en gros, c'était en quoi les sciences et recherches participatives peuvent avoir une pertinence, un intérêt pour l'étude des systèmes alimentaires en ville. Donc j'ai traduit ça par quelle place pour les sciences et recherches participatives. Alors c'est vrai que le titre en soi est déjà un enjeu, en tout cas pour moi, parce que je suis vraiment pas du tout un spécialiste des systèmes alimentaires et des villes. Donc la présentation est fondée sur un certain nombre d'a priori de ce que je peux imaginer de ce que sont ces systèmes, qui de toute façon j'ai compris n'étaient pas hyper bien connus de tous. Voilà, donc j'espère que vous pourrez me corriger si je dis des grosses bêtises au fil de la présentation. Bon, déjà directement au but pour arriver à parler de la même chose. Quand on parle de sciences et de recherche participative, de quoi parle-t-on? Donc là, dans cet exposé, je me réfère en fait à une définition qu'on trouve dans la charte qui a été signée en 2017. À l'époque, il y avait une trentaine d'organisations, à la fois académiques et associatives, qui se sont mis d'accord sur un certain nombre de points, dont une définition que je vous livre ici. Donc les sciences et recherches participatives sont des formes de production de connaissances scientifiques, donc on est bien sur la production de connaissances, auxquelles participent aux côtés des chercheurs, des acteurs de la société civile, à titre individuel ou collectif, et de façon active et délibérée. Bon voilà, j'ai surligné en rouge les mots-clés qui me semblent importants. Donc déjà rien que sur cette définition, on pourrait y passer 10 ou 15 minutes, donc je vais peut-être pas me lancer dans l'exercice d'exégèse de tout ce qu'il y a derrière chaque mot et des discussions qui ont donné lieu à cette définition. Mais bon, il y a un terme quand même comme société civile qui lui-même n'est pas hyper bien défini. Enfin, il est défini, mais avec parfois des exceptions qui sont un peu différentes d'une personne à l'autre ou d'une entité à l'autre. Bon, au sein de l'INRA, en tout cas, société civile, nous on l'interprète de manière assez large, c'est-à-dire que ça peut être à la fois des acteurs économiques comme des acteurs non marchands. Voilà, ça veut dire par exemple qu'on peut très bien faire des recherches participatives avec des éleveurs ou des agriculteurs qui sont des acteurs économiques, comme avec des amateurs qui vont collecter des données, par exemple, environnementales. Donc cette année, enfin l'an dernier, en 2018, avec un petit groupe, on a réfléchi aussi à une manière de populariser de manière assez large ce que sont les sciences et recherches participatives à l'INRA. Et donc on a produit avec l'aide du magazine Pour la Science un petit dessin animé de 4 minutes dont vous voyez là un petit pictogramme qui le représente, que vous retrouvez sur un site dont je mentionnerai l'adresse à la fin, qui permet donc de pouvoir présenter ce que sont ces sciences et recherches participatives à l'INRA de manière assez simple et rapide. Alors, si on veut en savoir plus, il y a un certain nombre de sources, et je vous donnerai tout à l'heure au moins l'adresse d'un site sur lesquels on a essayé de référencer des documents de base. Il y a notamment le rapport qu'avait produit en 2016 François Houillet sur les sciences participatives en France, qui retrace tout un historique et qui montre, entre autres, j'ai ressorti ce graphique parmi bien d'autres, comment les publications scientifiques qui mentionnent explicitement les mots-clés qui se réfèrent à la participation, comment ces publications ont explosé là, dans les années 2000. Donc ça montre aussi
tout l'intérêt du domaine académique pour ce type d'approche. Bon, quand on prend les chiffres en valeur absolue, ça reste relativement modeste, hein, mais en valeur relative, on voit que ça a quand même beaucoup évolué ces dernières années. Donc, quand on revient plutôt sur l'INRA, du coup, on s'aperçoit qu'au sein de l'INRA, il y a une très grande diversité. Je crois que c'est le mot-clé qui caractérise le mieux le participatif à l'INRA par rapport à ce que je peux voir dans d'autres organismes, à l'Institut Pasteur ou autres. C'est la diversité à la fois des pratiques, des partenaires non académiques et des types de participation. Donc, type de participation, je vais y revenir tout de suite pour clarifier ce que je mets derrière ce mot. Voilà, et moi j'aime bien parler d'archipel de communautés. Alors là, l'intérêt de l'image de l'archipel, c'est que ça montre que parfois il y a des îlots qui sont reliés les uns aux autres, et puis d'autres parfois qui sont pas du tout en connexion. Et c'est un peu le cas à l'INRA. Donc ça fait partie aussi de ma mission d'essayer de bien faire en sorte que ces différents îlots soient bien connectés, parce qu'il y a, je pense, pas mal d'échanges de pratiques et d'échanges d'expériences qui peuvent être intéressantes à faire entre ces différentes communautés. Voilà, je termine rapidement sur une ou deux slides pour présenter un peu le contexte de ce qui se passe à l'INRA, et ensuite je vais revenir plus directement sur la question posée pour cette école chercheur. Mais je pense que c'est important d'avoir un certain nombre de ces présentations en tête. Voilà, dans un article il y a un peu plus d'un an, on s'était essayé avec 3 autres collègues à voir comment on pouvait essayer de faire une typologie des niveaux de participation qu'on peut rencontrer dans les projets à l'INRA. Alors, niveau de participation, ça renvoie au niveau d'implication finalement des non-scientifiques dans les projets. Est-ce qu'on arrive à y voir clair sur une classification qu'on pourrait faire de ces niveaux d'implication ? Et donc là, on avait, à partir de travaux antérieurs, proposé quatre niveaux. Le niveau 1, c'est le niveau qu'on appelle crowdsourcing, donc la collecte massive de données par des non-scientifiques. Donc ça peut être par exemple à l'INRA des projets comme Nutrinet Santé, pour ceux qui connaissent, où on collecte massivement des données sur la santé au travers des pratiques et sur la santé, sur les pratiques alimentaires et sur la santé des citoyens qui veulent participer. Ça peut être par exemple l'Observatoire des saisons, où des amateurs vont collecter des données sur la phénologie des plantes qui les entourent, plantes cultivées ou non, et à partir de ça, les chercheurs en tirent des conclusions sur l'impact du changement climatique sur le développement des plantes. Donc voilà, ça c'est le niveau 1. Le niveau 2, on va un petit peu plus loin, où les citoyens participent à l'interprétation, je dirais, basique des données. Le niveau 3, on l'a appelé recherche collaborative, où là, il y a un vrai partage au niveau de la conception des projets, au niveau de l'organisation du projet, de l'analyse des données, de la diffusion des résultats. Et puis le niveau 4, ce qu'on a appelé recherche collégiale, où là, c'est comme dans le niveau 3, sauf qu'en plus, tout le monde partage la responsabilité et les coûts du projet. Voilà, donc c'est une classification qu'on a proposée pour essayer d'y voir un petit peu plus clair sur ce qu'on met derrière le terme participatif, sachant que vous avez certaines organisations pour qui le niveau 1 n'est pas vraiment du participatif. Voilà. Et après, c'est une question de définition. Au niveau de l'INRA, on a préféré être assez inclusif et donc d'inclure aussi le crowdsourcing dans le participatif. Mais c'est juste une définition. Donc, au sein de l'Institut, et là, je fais comme Monique, je fais un appel au peuple aussi pour faire remonter un certain nombre d'informations. Pour le moment, on a identifié à peu près une centaine de chercheurs ou d'ingénieurs qui sont actifs régulièrement dans ces formes de recherche. Et à peu près les 3/4 sont issus de 4 départements. Donc les 4 départements en question, c'est le SAD, EFPA, EA et SPE. Voilà, je pense que c'est une photographie qui est pas inintéressante. Et puis, donc là, j'en viens maintenant plus directement à la question posée, et j'ai proposé de l'aborder sous l'angle de quels sont les objectifs finalement qu'au sein de l'INRA on poursuit en voulant soutenir le développement des sciences et recherches participatives.
Et c'est au travers de ces objectifs que j'ai essayé de réintroduire la question des systèmes alimentaires et des villes. Voilà, donc il me semble qu'il y a en gros 6 ou 7 objectifs principaux, et j'insisterai plus peut-être sur les 3 premiers. Le premier, il me semble, c'est de valoriser le potentiel scientifique qu'il y a dans la mise en œuvre de ce type de recherche. Alors ce potentiel scientifique, on peut le décliner de différentes façons. Quand on parle de crowdsourcing, par exemple, ça va être de pouvoir accéder à des données qui ne seraient pas accessibles par d'autres approches. Je prenais l'exemple tout à l'heure de Nutrinet Santé ou de l'Observatoire des saisons. C'est sûr que quand vous avez des Nutrinet Santé, de mémoire aujourd'hui, c'est à peu près 200 000 participants. Donc c'est sûr que si vous n'avez pas ce type d'approche, c'est un peu compliqué d'accéder à ce type de données. Ça peut être aussi lié à des données qui sont collectées sur un espace très grand. Sur l'Observatoire des saisons, vous avez des données sur la France entière. Donc c'est sûr que ça serait un peu compliqué à faire uniquement avec les chercheurs et leurs techniciens. Donc ça, c'est un type d'intérêt. Mais il y a aussi un autre type d'intérêt plus épistémologique, je dirais, qui est la valorisation finalement des différentes formes de savoir, d'expérience, des non scientifiques dans des contextes socio-économiques complexes. Et donc là, j'ai noté le terme système socio-technique complexe pour caractériser les systèmes alimentaires urbains. Bon, je pense que là, on est typiquement dans ce genre de situation a priori. Deuxième objectif, c'est mieux prendre en compte les attentes des parties prenantes qui sont actives dans le champ de l'INRA, et puis, ce faisant, assurer une meilleure légitimité des choix à faire finalement face à la multiplicité des enjeux. Donc ça, j'y reviendrai tout à l'heure s'agissant des systèmes alimentaires et des villes. Mais ça aussi, c'est un point qui est très important en termes de légitimité finalement des choix à opérer en termes d'orientation de recherche, par exemple de questions à poser. Quelles sont les bonnes questions? Troisième élément important, c'est de faciliter l'appropriation des résultats de recherche. Alors, moi, j'aime pas beaucoup le terme acceptabilité, transfert, etc. Parce que ça suppose quand même que la connaissance est assez top-down. Alors, il y a certains cas où ça marche bien, où c'est efficace, mais plus on est sur des systèmes complexes, plus il y a d'acteurs, et plus cette façon de travailler risque de ne pas être très efficace. Donc, c'est vrai que quand on est sur des démarches participatives, le fait que les parties prenantes participent à la recherche, du coup, la question ne se pose plus de la même façon, ou parfois elle ne se pose même pas. C'est-à-dire que l'appropriation, elle se fait en marchant, en fait. Et puis, il y a également 4 autres objectifs qui ne sont pas exactement de même nature. C'est pour ça que je les ai mis sur une deuxième slide, qui est de construire de nouveaux liens avec les citoyens engagés, de façon variée dans leur interaction dans leur environnement social et naturel. Il y a un objectif qui est plus interne à la structure, du coup, qui est de préparer finalement l'INRA au mouvement d'ouverture des recherches à la société qui apparemment se dessine, comme vous l'avez vu, globalement, mais aussi au niveau français et européen. Apparemment, les collègues de l'ADARES nous disent que dans le futur programme cadre européen Horizon Europe, la place du participatif devrait s'accroître. Bon, donc là, on attend de voir comment ça va se décliner réellement, cette affaire-là. Il y a la question de la diffusion des méthodes et de la culture scientifique, qui fait partie des missions de l'INRA, comme tous les EPST. Et donc, c'est vrai que cette façon de travailler contribue à diffuser ces méthodes, de par l'interaction très étroite avec les non-scientifiques. Et puis, il y a, je dirais, un effet secondaire aussi à ce type d'approche. Alors, bon, moi j'y suis assez sensible dans mon rôle à l'INRA, puisqu'une partie de ma mission c'est de développer le participatif, mais c'est aussi de nouer des relations entre l'Institut et le monde associatif, les ONG, certaines fondations, dans ces mondes-là, l'image de l'INRA n'est pas toujours extrêmement positive. Dans certains cas, c'est un euphémisme. Donc, c'est vrai que développer des recherches participatives, ça contribue à montrer aussi
ce que sont les recherches et les chercheurs de l'INRA, parce qu'il y a beaucoup d'a priori, alors qui sont fondés sur des historiques sur lesquels je ne reviendrai pas, et ça montre aussi cette façon de faire, comment les chercheurs travaillent et leur ouverture, quand ils sont dans des démarches participatives, leur ouverture à la société. Donc je pense que c'est aussi une façon de contribuer à faire évoluer cette image de l'INRA qui, pour moi, est largement décalée par rapport à la réalité. Et en plus, l'INRA, c'est pas un bloc monolithique, comme vous le savez. Donc je vois beaucoup d'avantages aussi à développer ce type d'approche et à mieux les faire connaître à l'extérieur de l'Institut. Donc, si on vient plus précisément sur la question des nouveaux systèmes alimentaires liés aux villes et de la pertinence des démarches participatives, alors j'ai bien mis a priori, hein, parce que, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas spécialiste de ces questions de systèmes alimentaires urbains. En tout cas, par rapport à l'objectif de valoriser le potentiel scientifique de ce type de recherche, il me semble que dans le contexte des systèmes alimentaires urbains, on a affaire à beaucoup d'acteurs qui n'ont pas a priori de lien historique ni avec l'INRA ni avec la recherche, d'après ce que j'ai compris. Donc là, on est bien dans le cas où on est avec des acteurs de la société civile de type association locale, des collectivités, des citoyens, etc. Donc a priori, on est sur un terreau en termes d'acteurs qui répond assez bien à ce que demandent les sciences et recherches participatives au niveau des parties prenantes. On est sur, alors j'aurais dû mettre des guillemets écosystème, je reprends le terme du coup système socio-technique complexe. Si j'ai bien compris qu'ils sont pour certains en cours de structuration autour des nouveaux systèmes alimentaires qui sont en train de se mettre en place. On a a priori un potentiel relativement important de savoir et de savoir-faire de tous ces acteurs là que j'ai mentionnés, qui peut être valorisé. Il y a beaucoup d'acteurs, donc forcément il y a beaucoup de points de vue différents, et donc il y a potentiellement des dissensus sur les sujets à aborder. Et donc je pense que les démarches participatives permettent d'éviter peut-être aussi les impasses d'une réduction trop grande par la science de la complexité des situations. Donc ça aussi c'est un avantage que je vois aux démarches participatives, c'est que le fait d'avoir dans les consortia des acteurs aussi variés, des points de vue aussi différents, permet d'éviter d'aller trop vite vers une approche réductionniste. Donc là, par rapport au niveau que je présentais tout à l'heure, là, 1, 2, 3, 4 de participation, il me semble que ceux qui sont les plus adaptés, c'est quand même plutôt ce duo, 3 ou 4, avec une écoute importante et une application importante des non-scientifiques dans les projets. Alors les niveaux 1 et 2 ne sont pas pour autant a priori à exclure, hein, mais à ce moment-là, c'est peut-être sur des questions beaucoup plus ciblées qu'on pourrait y trouver une pertinence. Sur le deuxième objectif, mieux prendre en compte les attentes des parties prenantes, comme je l'imagine, les enjeux sont très nombreux dans ces nouveaux systèmes alimentaires. Bon, quand j'ai essayé de regarder un peu les différents éléments que vous alliez aborder dans l'école, je me suis rendu compte qu'en dehors des questions d'alimentation sensu stricto, il y avait aussi beaucoup de sujets qui sont abordés, donc au niveau sanitaire, au niveau de l'urbanisme, de l'architecture, de la mobilité, la logistique qui était évoquée, etc. Bon, donc on est sur des terrains complexes et avec beaucoup d'acteurs qui portent des questions de nature très différentes. Donc moi aussi je pose une question, la recherche peut-elle déterminer seule l'orientation de ses travaux quand on est sur des approches de cette nature ? Bon, donc il me semble que l'écoute des parties prenantes dans ce cas-là est essentielle, et du coup on revient aussi sur des approches participatives plutôt de niveau 3, 4 quand on peut, mais il faut trouver aussi des acteurs qui soient capables de cofinancer les projets au niveau 4. Faciliter l'appropriation des résultats de la recherche par les parties prenantes. Donc j'ai noté aussi que dans les attendus de l'école, il y avait une volonté d'aller vers l'analyse et la conception de systèmes alimentaires durables.
Donc je me suis dit que si on inscrit les démarches de recherche dans l'action, avec les acteurs concernés, ça ne pouvait que créer les conditions favorables à une bonne appropriation de ces systèmes alimentaires. Et que dans un tel contexte, c'est vrai que co-construire au sens plein du terme des projets et discuter avec tous ces acteurs les résultats obtenus ne pouvait que favoriser la compréhension et la mise en œuvre de ces résultats. Donc ici aussi, on serait plutôt sur des niveaux 3 ou 4, et le 1 ou 2, comme pour le premier objectif, je pense sont aussi possibles, mais sur des questions à ce moment-là plus sérieuses, plus pointues. Alors, juste pour terminer, je voulais attirer votre attention sur quelques points de vigilance sur la réussite des projets participatifs. Donc ça, c'est plutôt des retours d'expérience à force de discuter avec les collègues là, qui sont actifs dans ces champs-là. Il y a un point important, quand on est sur du participatif comment dire, qui inclut de manière assez approfondie des non-scientifiques dans leur démarche, il y a un changement quand même assez profond dans la façon de créer, de faire circuler les connaissances. Ça veut dire que d'une certaine façon, il y a un peu une prise de risque des acteurs engagés qui peuvent craindre, à la fois du côté des chercheurs, mais aussi du côté des non-scientifiques, une crainte d'être instrumentalisés. Donc la question de la confiance est quand même clé dans ces approches-là. Et donc ça suppose qu'il faut prendre le temps de l'interconnaissance, prendre le temps de partager ses valeurs avec les autres, les finalités, les motivations de chacun. Importance aussi de stabiliser un vocabulaire commun. Bon, j'ai vu ça sur quelques projets où parfois sur un mot on bute parce qu'on met pas la même chose derrière. Et parfois même ça va assez loin dans les valeurs qui sont véhiculées par le mot. Un des derniers cas que j'ai en tête, je crois que j'en avais parlé, il me semble, aux journées scientifiques du SAD, là c'était dans le cadre du métaprogramme EcoServe, où la discussion entre l'INRA et un partenaire du monde agricole avait achoppé sur le terme service écosystémique, par exemple. Le mot service était très mal vécu par le partenaire, par exemple. Parce que derrière, ça renvoie à deux conceptions du monde assez différentes, avec d'un côté la notion de monétarisation de la nature, derrière le mot service, alors que pour les chercheurs qui proposaient ça, il n'y avait pas forcément cette intention, mais du coup, il y a eu comme ça un point de blocage assez fort autour de ce terme. Ce qui est important aussi, c'est de clarifier ensemble l'objet de recherche. Ça, on l'a vu il n'y a pas très longtemps. Dominique, tu étais là, et puis peut-être un ou deux autres collègues. On a fait une journée de travail entre l'INRA et puis des associations du secteur médico-social. Et à la fin de la journée, on a un collègue qui est à la fois philosophe des sciences et spécialiste d'épistémologie, qui nous a dit, mais finalement, pendant toute la journée, vous n'avez pas parlé de la même chose. Tu étais là aussi, Emmanuel. Vous, les chercheurs, vous parliez plutôt d'alimentation médicaments, alors que les autres parlaient d'alimentation care. Voilà. Donc, c'est vrai que, du coup, ça nous a un peu obligés à revoir notre façon d'appréhender le sujet. Et je trouve que ça, c'est un point important, parce que si on part d'emblée sur des visions de l'objet de recherche qui sont différentes vraiment de manière assez profonde, on va quand même au-devant de déconvenues. Et puis ce qui est important aussi, c'est d'élaborer des règles de fonctionnement et de partage. Alors, quand ça se présente, partage des droits sur les résultats, par exemple, ça peut être des points qui deviennent assez sensibles, ou simplement même la manière dont on va les utiliser, les résultats. Je disais il n'y a pas très longtemps là, un papier sur la question de qui signe les publications scientifiques, par exemple, les questions de l'autorat, qui est l'auteur. Bon, là, parfois, il y a des questions assez sensibles. Est-ce que les non-scientifiques signent ou pas? Si oui, dans quelles conditions? Est-ce que ça les intéresse? Et ça se pose, par exemple, beaucoup. Peut-être, Christophe, tu as vu ça là aux États-Unis avec les communautés, notamment comment ils appellent ça, les First Nations, là, les communautés autochtones indigènes, voilà, qui sont parfois sollicitées pour ce type d'approche et qui regardent de très près ce qu'on va faire des résultats, comment on va parler de leur savoir, etc.
Et puis ce qui est important aussi, c'est pour les chercheurs d'adopter une posture qui favorise le partage des savoirs. La question de la posture est très importante, ça beaucoup de collègues me l'ont fait remonter. Il faut vraiment pour les chercheurs se mettre dans une position où on accepte que d'autres sont porteurs de savoirs, même si ce n'est pas des savoirs de même nature. Et donc c'est important, si on veut que ces savoirs s'expriment et si on veut les valoriser, d'adopter pour le chercheur une posture qui n'écrase pas finalement les autres participants. Et puis un point qui est très important, qui est peut-être parfois un peu négligé, mais qui est aussi lié au fait qu'on est dans des systèmes de projets à 3 ans, etc., qui s'enchaînent. Voilà. C'est prévoir, c'est des approches, quand on est avec des acteurs qu'on ne connaît pas, il faut beaucoup de temps. Beaucoup de temps, parfois un peu de moyens pour créer cette confiance et puis les mobiliser, ces acteurs, dans la durée. Et c'est là où éventuellement il peut y avoir un partenaire spécialiste de l'animation participative dont l'apport peut être très très précieux pour les chercheurs en soutien. Alors pour terminer sur les visites de terrain, donc il me semble qu'il peut y avoir des opportunités dans ces visites pour, si l'objet c'est à terme d'arriver à monter des projets participatifs avec certains des acteurs qu'on va rencontrer aujourd'hui, je pense que ces visites sont une bonne opportunité pour, j'ose pas faire le jeu de mots, tâter le terrain, mais enfin c'est ça, quoi, c'est-à-dire essayer de mieux comprendre finalement le contexte et les acteurs qui sont actifs. Donc sur les différents sujets qui vont être présentés, donc connaître l'historique du projet, ça c'est important, savoir d'où il vient, mieux comprendre les motivations des parties prenantes et les liens qu'elles ont entre elles aussi, identifier les différents points de vue, savoir s'il y a un consensus potentiel ou plutôt est-ce qu'on va plutôt sur des dissensus, découvrir les savoir-faire de ces acteurs et la manière dont ils les mobilisent, faire émerger les problèmes, les questions, s'il y a déjà peut-être des questions vers la recherche ou pas, comprendre la manière dont les données les informations sont générées, sont utilisées, valorisées, comment est-ce que les conclusions sont tirées, comment les résultats sont valorisés, et puis le cas échéant, quand il y a déjà des chercheurs impliqués, essayer de comprendre la nature des relations entre les chercheurs et les non-scientifiques. Ça peut être aussi intéressant à regarder. Voilà. Et puis donc, je vous invite, si vous êtes intéressé par ce sujet des sciences et recherches participatives, on a ouvert un site là, dont vous trouverez l'adresse dans le petit document. J'en ai apporté quelques-uns. C'est un cahier central qui est paru dans Pour la Science là, au mois d'octobre, qui présente un peu l'historique des sciences et recherches participatives à l'INRA, et puis quelques exemples de projets de l'INRA. Et donc au dos, vous retrouvez toutes les références là, de ce site et d'autres. Sinon, comme je ne pouvais pas en apporter 80, là, il est disponible aussi en PDF sur ce site. Voilà, je vous remercie. Merci Christophe, merci Monique. Donc juste 2 mots. Alors cette session, elle avait à la fois l'objectif de préparer la suite, puisque cette école chercheur c'est qu'un début, et on l'espère ça va rebondir sur un certain nombre d'actions, de collaborations, nouvelles collaborations autour de ce sujet. Mais il y avait aussi l'objectif très concret de se préparer au terrain, aux visites qu'on va faire maintenant. Donc avec Monique a pointé un certain nombre de questions qui semblent intéressantes d'intégrer dans la façon dont on va discuter avec les gens maintenant. Et puis sans penser que tout doit se faire à travers des sciences participatives. Pour autant, l'optique sciences participatives nous amène quand même à se décaler, à voir les choses sous un angle différent. C'est pour ça que je vais proposer à Christophe de nous dire finalement, quand on se projette dans des sciences participatives, voilà ce que ça donne. Ça amène à penser notamment que face à vous, il y a des acteurs compétents qui se positionnent, qui ont des catégories même d'analyse, qui produisent de la connaissance. Et donc voilà, il s'agissait de se mettre un peu dans cette perspective-là. Alors s'il n'y a pas plus de... Parce que voilà, je pense que c'était intéressant. Pour autant, s'il y a évidemment des remarques, des questions, donc on a quand même quelques minutes. Merci pour cette présentation. J'ai une question par rapport... Oui. Maëlle Ranou, donc je travaille pour IUFN, qui est une association donc, qui fait de l'accompagnement sur les projets alimentaires.
vous parlez de citoyens essentiellement quand vous parlez de sciences participatives. Comment est-ce que vous catégorisez? Est-ce que vous mettez dedans aussi des parties prenantes plus constituées, que ce soit des associations, des entreprises ou autres? Est-ce que ça correspond à vos niveaux 3 et 4 ou voilà? Et l'autre question que je voulais poser, c'est sur la réception de ce type de travaux, que ce soit par les chercheurs ou les institutions. Est-ce que vous percevez que c'est la même légitimité ou est-ce que c'est davantage questionné? Alors, pour la première question, oui, alors citoyen, c'est un terme englobant assez commode, mais finalement, dans la définition, je ne sais pas si vous vous souvenez, on parle de société civile. Donc, société civile, effectivement, ça inclut aussi les associations, les ONG, certaines fondations. Enfin, donc, oui, il n'y a pas de problème pour que tous ces acteurs-là soient inclus. Il n'y a pas de difficulté conceptuelle majeure. Donc, oui, tout à fait, ça... C'est tout à fait inclus dans le terme société civile. Après, sur la reconnaissance, là, on touche du doigt un point sensible. Hein. Il y a un certain nombre de collègues qui m'ont fait part de leurs difficultés, parfois, dans leurs institutions respectives, à faire reconnaître leurs travaux. Ils sont parfois un peu challengés sur la qualité scientifique de ce qu'ils produisent. Bon, le rapport de François Ollier montre bien qu'en fait, on produit de la vraie science avec des productions qui sont à la fois des articles, donc voilà, qui signent le caractère scientifique, mais aussi qui peuvent être beaucoup plus larges que des productions scientifiques. Ça peut être, je sais pas moi, des guides pratiques, des films, des modes opératoires, tout un tas de choses qui intéressent les parties prenantes. Et pour ce qui est de l'INRA, aujourd'hui, le document d'orientation à 2025 dont parlait Monique tout à l'heure inclut explicitement dans son volet, je ne l'ai pas rappelé là pour pas allonger la présentation, mais il y a un volet qui s'appelle Open INRA, et le 4e volet est dédié à cette question du lien avec la société civile non marchande et du développement des recherches participatives à l'INRA. Merci beaucoup pour Claire Cerdan, UMR Innovation CIRAD. Juste une demande de précision. Vous parlez beaucoup de nouveaux systèmes alimentaires et villes. Qu'est-ce que vous mettez derrière le mot nouveau? Est-ce que c'est simplement parce qu'on a un regard nouveau sur des systèmes qui existent depuis très longtemps? Finalement, les villes, l'approvisionnement des villes, l'alimentation des villes, elle se base sur un système alimentaire qui existait avant qu'on le regarde. Ou est-ce que vous voulez vous intéresser à des nouveaux systèmes alimentaires dans lesquels il y aurait des caractéristiques particulières? Bonjour, Nicolas Buclet de Pacte à Grenoble, du laboratoire Pacte. En fait, c'est par rapport à l'usage de citoyens. Moi, je suis assez... Enfin, c'est pas une question, c'est plutôt une remarque. Déjà, il y a les citoyens et scientifiques. Or, je pense que dans les sciences participatives, les scientifiques ne peuvent pas être considérés comme non-citoyens, c'est-à-dire qu'il y a une implication. Donc, et par ailleurs, citoyen, je pense que c'est vraiment pas un bon terme parce que dans certains cas, ça peut être des citoyens, mais si c'est des gens qui représentent des organisations, ils sont pas là en tant que citoyens, mais en tant que représentants d'une organisation. Et donc, le terme de citoyen me paraît vraiment pas approprié de mon point de vue. On n'est pas obligé de résoudre ce débat tout de suite, hein, Christophe. Hein, ok, parce qu'après, je vais regarder. Serge Bonnefoy, Terzanville et chercheur associé à Pacte. Ma question, elle est sur quelle évaluation faites-vous des dispositifs mis en place par l'INRA depuis un certain nombre de temps? Je pense notamment à PSDR et à ces différentes époques. Qu'en tirez-vous comme conclusion en matière de recherche participative? Oui. Alors, je ne sais pas si on qualifie le système de nouveau. En tout cas, c'est différentes formes de systèmes alimentaires et peut-être dessous voir l'impact de nouvelles pratiques. Moi, c'était plus dans ce sens-là, nouvelles pratiques de consommation, nouveaux équilibres au sein des villes. Plutôt comme ça que je le voyais. Donc moi j'ai retenu 2 questions, la question sur citoyen et la question sur PSDR. Bon, comme dit Yuna, on va peut-être pas engager un débat de fond tout de suite sur la question du citoyen. En fait, dans ma présentation, j'ai essayé de faire la distinction entre effectivement les citoyens à titre individuel, c'est-à-dire qui peuvent contribuer
bon, l'exemple basique, c'est l'exemple du crowdsourcing. Hein. Vous prenez une photo d'un pollinisateur dans le cadre d'un programme du muséum Viginature. Là, vous agissez en tant que citoyen, vous contribuez à la connaissance sur ces pollinisateurs. Mais effectivement, ça ne réduit pas le participatif à la participation que des citoyens individuels. Hein. C'était la question aussi qui était posée sur le monde associatif et autres. Effectivement, les associations en tant que telles, c'est pas des citoyens, c'est des regroupements de citoyens, et de ce fait, ça a une dimension autre que la participation d'un ou de... c'est plus que la somme des citoyens qui la constituent, c'est ça que je veux dire. Dans le cadre d'une association, on est aussi sur une forme instituée. Donc, moi, enfin, j'ai pas de difficulté conceptuelle avec ça, hein, c'est-à-dire que toutes ces formes de participation, pour moi, contribuent aux démarches participatives, mais bon, on pourra peut-être en discuter en bilatéral, c'est un débat qui m'intéresse. Sur la question du PSDR, alors oui, quand je suis arrivé, j'avais rencontré André et Thor, là, et on avait regardé un peu ensemble les différents projets là, qui avaient été soutenus. On a eu un peu de mal à trouver des projets qui répondent purement à la définition du participatif. Et en fait, la question que vous posez, pour moi, elle se réfère plutôt à la différence. Alors là, c'est pareil, c'est un débat, je pense qu'il vaut mieux pas lancer tout de suite. Je pose la question, mais je ne vais pas y répondre là, parce que c'est la différence entre les démarches participatives et des démarches partenariales. Voilà, donc je lance ça, et après, voilà.